Donald Trump, l'analyse ultime, on vous dit tout sur l'élection de Donald Trump. Je rigole parce qu'on vient de penser à faire cette capsule, donc on vous dit pas du tout, mais on vous donne une petite analyse quand même avec position revue. Que vous n'entendrez nulle part. Que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Tout va être dit. Non, mais voilà, vous avez sûrement pas raté l'élection de Donald Trump face à Kamala Harris. Raphaël Glucksmann considère que ça veut dire qu'il faut tèche Mélenchon de la gauche, sinon on va perdre en 2027. Je rigole parce que justement, je pense que la défaite de Kamala Harris, qui s'est fait non pas avec un Trump qui a gagné des voix, mais avec un Trump qui a perdu des voix, et elle qui a perdu, je crois, 14 ou 15 millions de voix par rapport à Joe Biden, bah, nous montre justement que quand on a une gauche de droite, on perd face à une droite de droite. Du coup, c'est intéressant d'avoir une gauche de gauche qui propose un vrai projet comme on a en France. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer de tout ça? Je pense qu'on va essayer d'en parler un peu avec Position Revue. Est-ce que tu veux nous faire un point par rapport à ça? Ouais, bah, c'était intéressant, parce qu'une fois de plus, on voit que bon, les annonces, les sondages, ouais, ils étaient un peu moins plantés qu'en 2016 quand même, parce que tout le monde a essayé de se rassurer sur la fin. Moi, je l'avais annoncé, hein. Mais oui, oui, non, mais bon, tous les gens un peu, voilà, s'en doutaient, un peu sérieux, et on voyait bien que la dynamique, mais même les sondeurs, hein, on va pas non plus leur taper dessus, même si c'était quand même assez, bon, voilà, ridicule. Mais ils avaient quand même vu une dynamique de Trump à la fin. Alors, il y avait eu les trucs sur l'Ohio qui avaient mis un peu tout le monde en PLS, etc. Mais clairement, voilà, les sondages se sont trompés à moitié, on va dire. Ce qui est intéressant, en fait, un des premiers trucs, c'est vraiment la baisse de la participation. Euh, ça a été vraiment. Alors, je sais pas si t'as les chiffres, mais Je crois on a eu. que... Ah oui, non, les chiffres de participation, je les ai pas. Moi, j'ai les chiffres du nombre de votes en tout. Ouais, et je crois qu'on a vraiment, genre, il y avait eu un gain de 8% entre 2016 et 2020, avec L'effet l'effet, anti-Trump. l'effet anti-Trump, l'effet Covid. Trump L'effet avait quand Covid, même. peut-être l'effet aussi Biden, qui avait un projet quand même un peu de relance, un peu plus à gauche qu'à ce qu'a Kamala Harris aujourd'hui, parce que Biden avait quand même dû faire une campagne, je trouve, un petit peu plus à gauche, parce qu'il était pressé aussi par Bernie Sanders. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, je trouve, avec Harris, qui s'est... Ah non, ouais, il y a eu cette dynamique, effectivement, ouais. On est Parce que je d'accord. trouve, tu vois, qu'avec Harris, c'était un peu la candidate naturelle du truc. Elle est plus droitière, du coup, que la candidature de Biden 2020. Ouais, et t'as raison. Et c'était vraiment une dynamique où il y avait eu, euh, où il y avait justement bah, Sanders, il y avait eu la dynamique BNC, il y avait eu la Bring New Congress, là, je sais pas si tu vois ce que c'est, avec l'arrivée de Ocasio-Cortez notamment, Ouais. etc. Voilà. Donc il y avait toute une dynamique à la gauche du Parti démocrate qui avait réussi à mobiliser des gens, à former des gens déjà, et à les mobiliser pour cette élection un peu anti-Trump, et en plus dans la période Covid. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu, je pense, si les gens ont les résultats finaux, j'essaie de le voir, mais je ne les ai pas, mais on est revenu autour de 60% de participation, a priori. Euh, donc vraiment le niveau qu'on avait à l'époque de Obama, etc. C'est vraiment des élections qui déplacent pas les foules, hein. C'est pas du tout comme chez nous. Euh, et ce qu'on a vu, en fait, c'est que bah, les déplacements de vote, et là, de manière massive, quasiment partout, ont été vers le vote Trump, quoi. C'est-à-dire la candidature de Kamala Harris n'a convaincu personne. C'est-à-dire, les gens qu'elle a même essayé de draguer, il y avait cette analyse qui avait été faite, qui était la structuration de vote en sandwich un peu des démocrates et des républicains. Juste Euh, merci Kali pour le raid. Les raiders de Kali, on est en train de débriefer un petit peu l'élection présidentielle américaine. Merci à tous. donc il y avait ce qu'on appelle en sandwich, c'est-à-dire des gens très très précaires, mais votent plutôt démocrate, parce que là, on a vraiment tout le capitalisme racialisé américain, donc t'as vraiment les gens très précaires, et souvent, c'est des gens afro-américains, etc., donc votent beaucoup le Parti démocrate. Ensuite, dans les classes moyenne basse, moyenne haute, on a beaucoup, et intermédiaires,
On a beaucoup de votes Trump. Et puis après, dans les très hauts revenus qui correspondent pas tellement au fait qu'il y ait des très hauts revenus, mais les diplômés, je parle en masse, hein, parce qu'il y a énormément de milliardaires et de voilà qui votent Trump, mais on va dire les grosses masses, quoi. Le 20, 20, 20, 20, on voit que ça revote après démocrate, parce que c'est un vote de gens plus diplômés, etc. Donc tu as cette structure en sandwich. Et là, en fait, Kamala Harris, elle a été incapable de mobiliser les deux morceaux de pain de mie, quoi. Autant, Trump, il a réussi à mobiliser l'intérieur. Et on a vu les déplacements, ils ont tous fait. Enfin, ceux qui ça intéresse, on a vu justement les progrès de Trump sur ces partis-là. Même des gens qui avaient voté démocrate ou qui n'avaient pas voté allaient voter Trump dans ces classes intermédiaires en crise. On pourrait y revenir. Et vraiment l'incapacité de Kamala Harris, c'est-à-dire, on va dire, trop libérale pour pour bouger des masses précaires et trop conservatrice pour bouger des masses qui sont plus éduquées mais qui vont être beaucoup plus sensibles par rapport, par exemple, sur la Palestine ou sur les rapports géopolitiques. Donc vraiment la Sur la Palestine, moi, c'est une catastrophe, hein, non, mais je veux dire, la sa pire campagne. campagne, la pire campagne de démocrate, ça restait quand même Hillary Clinton. Bon, bah, c'est une victoire de Kamala Harris. Elle a fait encore pire que Hillary Clinton en 2016 parce que là, en plus, elle n'avait pas le bénéfice du doute qui était le début quand en 2016, on connaissait pas Trump, etc. Voilà, donc, mais ça, c'est vraiment les démocrates, c'est vraiment la pire vision du monde. Et en plus, moi, les gens ont Il a commencé dit, à parler. position revue à dire les démocrates c'est pire que Trump. Mais après, voilà, vous pouvez clipper. Mais il a dit c'est la pire Non, vision non, du monde, les démocrates. c'est la pire vision du monde de comment ils se représentent le réel. Effectivement, ils sont moins pires que Trump, il n'y a pas de souci. Non, Et non, mais surtout. tu penses ce que tu veux. Et, Hein, ah, moi, je suis ouvert aux ah non, non, confusionnistes. je pense pas ce que je veux parce qu'en plus, j'ai envie de dire, nous, en tant que progressistes extra-états-uniens, c'est plutôt la position de l'impérialisme américain et son impulsion sur la géopolitique. C'est pas tellement les affaires intérieures qui vont nous intéresser. D'ailleurs, les Américains s'intéressent très peu aux affaires intérieures. Enfin, les affaires intérieures, pour eux, c'est pas forcément en relation avec le président des États-Unis parce qu'ils ont extrêmement de pouvoir dans leurs Oui. États fédéraux, auprès de la justice, etc. D'où le fait qu'il y a des abstentions très importantes. Et en plus, ils ont des abstentions malgré une réforme qu'ils ont faite il y a quelques années, où maintenant ils votent en même temps que le shérif, etc., pour justement les mobiliser un peu. Et c'est comme si nous, on disait, ouais, on va mettre l'élection du président de la République en même temps que les municipales, parce que comme ça, au moins, il y a des gens qui ont voté. Donc ça nous paraît extrêmement étonnant, mais aux États-Unis, c'est comme ça. Mais par contre, sur le plan impérialiste et géopolitique, bah, nous, c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que je pense que je dis souvent, si on faisait une élection, si on faisait voter les Européens au présidentielles américaines, ils se déplaceraient sûrement plus que les Américains eux-mêmes, quoi. Ah bah oui. Ça nous intéresse déjà plus. Donc non, effectivement, Trump est pire même si l'impérialisme américain démocrate, on l'a vu, c'est clairement une catastrophe, mais Trump peut rentrer dans des, c'est tout sauf un isolationniste, hein, sur ce plan-là, et puis il peut rentrer vraiment dans une forme d'impérialisme et nationalisme en même temps qui est vraiment la dynamique proto-fasciste. Donc, ouais, donc pour revenir à ce que tu disais sur les campagnes démocrates, voilà, c'est vraiment très très faible. Il y a eu le débat de Mélenchon qui dit que c'est la gauche de droite et il a raison. Moi, ça me fait vraiment penser à. Il y a un article intéressant de Romaric Gaudin là, sur Mediapart qui a écrit là-dessus. Je pense qu'il a dit des choses vraiment intéressantes. Vous le lirez. Pour moi, c'est vraiment Jospin, en fait, Kamala Harris. C'est vraiment le Jospin de 2002. Et je comprends pas. Il y a de la croissance pourtant. Il n'y a pas beaucoup de chômage, mais ils votent pas pour moi, les gens. Ah non, effectivement. Il suffit pas de mettre de la croissance. D'ailleurs, où elle va cette croissance, etc. Pour que les gens. Jules va venir te chercher, ils disent, mais. Pourquoi? Jules adore Jospin. Tu savais pas? Mais non. Mais si, il y a un running gag du Jules avec Jospin.
je sais pas si Cassandre il est encore là, mais à part être protestant, je veux dire, je vois pas ce qui te fait adorer Jospin. Mais pourquoi pas. Mais, mais je vais pas m'en remettre là. Mais donc, bref, et donc, ouais, ça me fait vraiment penser à Jospin, c'est-à-dire en 2002, quand il se fait évincer par Le Pen, parce qu'il ne comprend pas que les gens votent avec des structures mentales et donc avec des rapports à la situation et à la crise qui ne sont pas, comment dire, il faut faire de la politique en face. Ouais. Il faut faire du rapport de force. Il suffit pas de dire j'ai des statistiques qui montrent que ça a baissé, la croissance a augmenté de 2%. Tu vois. Et bien vraiment, s'ils ont fait leur campagne là-dessus, alors là-dessus déjà, et le côté on n'a pas de programme vraiment, si ce n'est de continuer ce qu'on a fait et sur lequel personne a l'air vraiment transcendé. Et en plus, votez surtout pour nous, comme ça vous n'aurez pas Trump. Bon, c'est une catastrophe. Et c'est comme si, c'est comme si Gabriel Attal se présentait en 2027 en disant regardez, les chiffres du chômage de Macron, ils sont pas mauvais. Je vais faire tout pareil parce que c'est important la croissance, etc. Et si vous votez pour moi, Gabriel Attal, vous n'aurez pas Marine Le Pen. Bah, moi, je conseille à Attal de faire ça, comme ça, il fera 12%, c'est tout. Voilà. Mais en plus de ça, il y a ça, il y a. Tu sais, elle a usé d'une rhétorique un peu vraiment, tu sais, de pinkwashing en mode c'est une meuf racisée et tout, mais tu sais, pas avec la radicalité d'un programme antiraciste ou féministe qui va avec, tu vois. Et ça, je pense qu'en plus, ça mobilise pas et presque ça dégoûte certaines personnes, tu vois, c'est de la merde. C'est comme si Gabriel Attal il arrivait, il disait oui, mais regardez, moi j'ai participé à des gouvernements qui sont extrêmement réactionnaires pendant 7 ans, mais regardez, moi je suis homosexuel, hein. Donc je suis homosexuel, donc en face c'est le fascisme. C'est ridicule, tu vois, comme truc, c'est pas comme ça que tu mobilises les gens. Ouais, non, mais ça n'a aucun C'est des sens. stratégies de com qui ont été Et, vues par des mecs qui font de la pub, c'est nul à chier, hein. et d'ailleurs, justement, les déplacements de masse se sont bien faits là-dessus. Elle n'a pas réussi du tout à. Alors, il y a toujours un vote clairement raciste, hein, et puis même masculiniste, hein, on le voit dans les déplacements de. Voilà, il y a Mais quand même un gender gap enfin, oui, il oui, incarne, oui. tu vois, il Mais incarne une par forme défaut, de, par défaut. voilà, de virilisme, etc. Mais il n'y a pas eu de gens racisés, etc., qui se sont déplacés en masse pour soutenir Kamala. Les Mais racistes se sont déplacés pour soutenir Trump, mais parce que ça reste quand même une structure fondamentale c'est ça de que leur. comprennent pas les droitards, tu sais, c'est quand ils te disent ouais, ils sont vraiment cons, c'est genre les musulmans ils votent Mélenchon alors que Mélenchon c'est un vieux mec blanc millionnaire qui a été laïca. Tu sais, ils comprennent pas en fait qu'en fait il y a des gens qui représentent des idées, une certaine radicalité, par exemple une radicalité anti-racisme, anti-islamophobie, et que c'est pour ça qu'ils votent Mélenchon, c'est pas parce qu'il est arabe. Bah là c'est pareil, si tu veux, si tu es juste là à dire que oui moi je représente une femme machin et tout, mais qu'en fait t'as pas un programme féministe derrière, bah tu permets pas de. Tu sais, elle est juste, elle est pas dans le gain, elle est en mode oui avec moi, bah c'est moins risqué pour les femmes. Oui, c'est moins risqué pour les femmes, c'est vrai. C'était pas faux, tu vois, si tu veux, mais tu fais pas déplacer les gens pour ça. Sauf ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment les plus dans la merde aux États-Unis, qui sont les Noirs américains, qui se sont un peu surdéplacés pour Kamala Harris, mais encore qui auraient pu se surdéplacer encore plus si elle avait eu un programme conséquent. Et puis c'est surtout qu'il faut comprendre une chose, c'est que euh, quand tu commences à racialiser un peu les choses, et c'est ce que fait Trump, hein, donc il y a un vrai vote raciste chez Trump et Marine Le Pen a. Enfin, moi, je trouve que Marine Le Pen, vraiment, on ne l'analyse pas assez comme ça parce qu'elle a toute cette stratégie comment dire, comment on dit, c'est de se faire accepter par les médias, etc., par les structures intermédiaires, etc., de dédiabolisation que fait pas Trump. Trump, lui, il navigue à l'inverse. Par contre, la vision du monde qu'ils ont, d'aller chercher les petites classes intermédiaires en crise culturelle, qui ont peur des woke, qui ont peur de l'étranger, etc., il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et ça, c'est vraiment la création de l'imaginaire qu'on va appeler le contrat racial, quoi. Euh, mais clairement aussi, si on veut être un peu encore plus pragmatique et matérialiste, bah, quand tu es raciste, euh, si tu veux par exemple faire un vote que sur la race, ce qui est toujours un croisement, etc., bah, faut que tu te mettes du côté de la race majoritaire.
Voyez, le vote raciste est toujours un vote majoritaire. Trump gagne parce que quand tu as la majorité du vote blanc, tu as la majorité des votes américains. Si demain même Kamala Harris avait 100% des votes des gens noirs et 100% des gens des votes non blancs, eh ben, ça lui servirait pas à gagner. Donc, nous, notre défi à gauche, etc., c'est aussi de construire un pacte égalitaire pour pas simplement faire déplacer des gens qui subissent le racisme, mais aussi faire déplacer des gens qui sont plutôt du côté des structures de domination sur le plan de la race, pour se débarrasser aussi de ce contrat racial et aller vers un contrat égalitaire. Donc, et là-dessus, Kamala Harris, elle n'a pas fait le taf. C'est-à-dire, elle n'a rien donné aux couches intermédiaires moyennes en crise comme contre-projet que le contrat racial. Bon, bah, c'est une stratégie de défaite. Et la gauche de droite, etc., les Glucksmann, etc., s'ils font ça, ils se prendront les pieds dans le tapis. Moi, j'espère qu'ils vont faire ça. Comme ça, ils vont définitivement sortir de l'histoire. Ah bah, il y a des chances, hein. Il y a vraiment des chances, hein. Et les pires là-dedans, je trouve, mais ça a toujours été de leur tropisme. C'est EELV là-dedans. Tu sais pas trop pourquoi. Ils sont archi fans de Kamala Harris, quoi. Mais c'est une. Enfin, Mais parce que, ils alors, ont un tropisme américanoïde un peu élevé. mais pas que ça. Mais alors, bon, déjà, son programme, c'est limite quand même. Enfin, pour nous, c'est Pécresse, hein, Kamala Ah bah Harris. oui, oui, c'est pas un programme de gauche, oui, oui. Donc, Enfin, de bah, droite. voilà. Donc, en plus, faut voir ce qu'elle a donné comme. Elle a quand même, à la fin, couru après Trump en disant attention, le droit d'asile, peut-être qu'on est un peu trop libéraux, etc. Enfin, bon, une Non, mais catastrophe attends, intellectuelle. Tu vois, Macha, son vice-président, là, comment il s'appelle Tim Walz, ouais. qui était là à dire oui, moi j'ai une arme et tout. Tu sais, les mecs, ils sont obligés de montrer patte blanche. Enfin, ils se sentent obligés de montrer patte blanche. C'est un enfer, quoi. C'est vraiment un enfer. On croirait des Manuel Valls mentaux, quoi. Bah, c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais autant je pense, par exemple, qu'il y a des débats quand même internes au PS, etc. Mais vraiment, Glucksmann, c'est vraiment la gauche états-unienne démocrate, quoi. Mais même, il s'en cache pas, quoi. Lui, le rapport que Kamala Harris a à Israël, à la Russie, etc. Enfin, je dis Kamala Harris, mais Biden et toute cette administration, c'est sa vision du monde. Il l'a même dit une fois qu'il se sent plus chez lui à New York que quand il se promène en France. Et bon, il se sent plus chez lui aussi en Géorgie, mais pour d'autres raisons. Tbilissi, ouais, ce que j'allais dire. mais, mais oui, oui, eux, c'est vraiment la gauche américaine démocrate, quoi. C'est-à-dire libérale. J'allais dire libéral social, mais c'est même pas social. Non, ils sont pas sociaux. C'est libéral condescendant, quoi. C'est avec un peu on atténue quand même les effets du néolibéralisme pour que finalement on garde des inégalités, mais qu'il n'y a pas trop de gens qui meurent dans la rue. Non, mais les curseurs aux États-Unis du débat politique, c'est libéral une horreur, hein. paternaliste, il y a quelqu'un qui dit ça me plaît, je garde. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Libéral Tu paternaliste. prends Alexandra Ocasio-Cortez, qui est peut-être ce qui se fait le plus à gauche avec Bernie Sanders là-bas. C'est pas une dinguerie, tu vois, par rapport à la France. Genre vraiment, là-bas, tout est. Enfin, tu leur mets Poutou en face, ils sont en sueur, tu vois. Enfin, Hein. Mais il y en a des fous furieux. Mais Gilles Stein, par exemple, tu vois, elle était vue comme. Alors, on dit qu'elle a le programme de Mélenchon, c'est pas tout à fait faux. Moi, je dis qu'elle a plutôt le programme de Manon Aubry, mais c'est différent. Mais ça, c'est ta misogynie qui parle. non, je pense Non, que mais. c'est une vraie vision de. Même à la FI, tu vois, il y a des gens qui sont plus à gauche que taxer les riches, etc. Tu vois, enfin, moi, par exemple, je trouve que taxer les riches, c'est de la merde. Cringe, c'est super cringe, hein, C'est nul, tu vois, je veux dire. C'est les seuls trucs où je dis t'as bien un peu raison, tu vois, quand il dit Manon Aubry, elle fait des accolades à Van der Leyen et elle est là taxer les riches, tu vois, bah, mais c'est rare ruine de ta Vivian. Non, mais enfin, tu vois, mais c'est pas contre. Voilà, il y en a plein comme ça qui. Mais et c'est là où on voit, tu vois, c'est une vision Oxfam, les écolos, ils sont un peu là-dessus, etc. Comme si on était très content qu'en fait qu'ils puissent extorquer de la plus-value, mais que le problème c'était juste un niveau d'échelle et pas de nature. Tu vois. Bon, donc
Mais c'est pas grave ça, tu vois. Moi, je préfère que Manon Aubry soit l'aile droite en termes de programme de la FI, plutôt qu'elle soit l'aile gauche du PS ou des Verts, tu vois. Pour moi, je trouve que du Ah coup, bah c'est sûr. le centre de gravité Puis ça la maintient dans les joues aussi intellectuel, pour le jeu il est plus fin, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, en plus de ça, le truc de taxer, en plus, je trouve que ça. Quand on te taxe, t'as toujours la moyen de dire on me taxe trop, tu vois. Parce qu'on a l'impression que c'était légitime que tu aies l'argent et que tu vas donner l'argent. Donc ce qu'il faut empêcher, c'est que justement, il y a un rapport social bourgeois avec l'extorsion de la plus-value qu'on doit après taxer. C'est ça qu'on doit empêcher. Et le fait de taxer, ça veut dire qu'en fait, c'est quand même légitime qu'ils gagnent de l'argent, mais on leur en prend un peu pour qu'ils Ouais, c'est participent. ça. Donc c'est eux qui participent. Tu vois, quand un riche se fait taxer, il a l'impression de participer. Et C'est en plus, pas, il participe avec de l'argent qu'il a extorqué. C'est en pas lui plus, qui participe. En plus, les Américains, ils sont très là-dessus, c'est-à-dire que leur protestantisme fait que normalement, ils doivent reverser leur richesse à la communauté. Ce qui leur pose problème avec l'impôt, les Américains, c'est le fait que ce ne soit pas eux qui choisissent leur cause pour pouvoir redistribuer. Mais toute l'idée, enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Le foundation system, etc., c'est des masses de milliards qui sont redistribués, mais redistribués dans des réseaux qui ne passent pas par le collectif, le commun, l'étatique, etc. Il y a des gens qui font le parallèle, bon, je viens de le faire, hein, mais en rigolant, mais c'est très compliqué de faire des parallélismes entre les lignes politiques. On peut faire vraiment des parallélismes, quand on parle de la vision du monde impérialiste sur la planète. Donc c'est pour ça que je dis que Glucksmann, il est très proche de Harris sur le plan de la croissance, de la vision du capitalisme, et puis toutes ces technostructures, le FMI, l'OTAN, voilà. Après, quand on va regarder dans le rapport concret à l'État, à la redistribution, à l'impôt, aux sociétés, là, on a vraiment des structures vraiment qui sont extrêmement différentes des nôtres. On a un État fédéral, nous, on n'en est pas un. Ils ont un rapport ultra-libéral au travail. Enfin, je rappelle que les États-Unis, c'est un des rares pays on va dire, des démocraties bourgeoises, industrielles avancées, qui n'a pas de loi sur les congés payés. Vous vous rendez compte, ça? Il n'y a pas de... voilà. Tu poses tes congés en les payant toi-même, quoi. Mais tu négocies à ton contrat quand aux États-Unis, alors tu négocies à ton contrat, bah moi je travaillerai tant de jours dans l'année, tu vois. Voilà, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de, donc c'est vraiment là-dessus, enfin, vous voyez, si vous dites Marine Le Pen parce que elle veut plus d'impôts pour ci ou contrôler ça, etc. Mais le rapport étatique des Américains et des Français, il est extrêmement différent et il n'est pas différent pour des raisons contingentes, c'est structurel. Je veux dire. Le rapport à l'État en France, ça s'est construit depuis 800 ans, quoi. Donc, Ça me rend un peu chauvin ton truc. Hein. Tu compares quand même les États-Unis à la France. Voilà, tu compares l'Allemagne à la France. Tu vois? Moi, je pense que. Ah, je sais pas, tu vois, moi je trouve que c'est passionnant aussi l'histoire des États-Unis, c'est incroyable cette nation qui est passée de quelques millions d'habitants au début du XVIIIe siècle à 100 millions d'habitants, avec des masses de gens qui émigraient, etc. Enfin, c'est vraiment une nation Position a dit impressionnante. baser le colonialisme. Hein. Ben non, quel rapport? Ah oui, mais Je veux je dire, rappelle le que mec. ça c'est intéressant parce que c'est marrant qu'aujourd'hui on parle du colonialisme états-unien. Les Européens aiment bien parler du colonialisme états-unien sur les États-Unis. Je rappelle que c'est un colonialisme européen. Hein. C'est- S'il y a des nations qui ont tué les Amérindiens, c'est des nations pré-fédérales américaines. Hein. Donc Ouais, mais il y avait c'est déjà chez nous. Hein. l'esprit américain qui rôdait, tu vois. Ouais, Moi, je c'est crois à ça. l'esprit des Ouais, c'est peuples. ça. Ouais, c'est clair. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est la faute des Donc, Américains. donc voilà. C'est Donc, comme en Algérie, c'est pas la faute de la France, c'est la faute des pieds noirs. hmm. C'est pas la France, c'était pas la France. Mais tu vois, c'est un pays qui est né dans. C'est vraiment un pays, tu vois, qui est impressionnant pour ça, qui est né dans la violence. Tu vois. C'est vraiment un pays de violence. Quand on voit les élections américaines, les gens ils sont là en mode, ils se crachent dessus. Mais c'est vraiment.
Bah, tu vois, il y a un cinéma autour de ça, le cinéma de Sergio Leone ou même J'ai de envie de dire pays de Scorsese. teubé, mais ouais, si tu veux. Et- Mais oui, je suis d'accord. C'est Non, un mais peu. tu Oui, vois, je comprends ce que tu veux dire. tu vois, c'est vraiment un pays qui a un rapport à la violence extrêmement, ext- enfin, extrêmement puissant, tu vois. Non, Là mais où oui, la je sais pas si violence, t'as vu les mecs qui disaient qu'il fallait, ils avaient des armes sur eux et tout pour faire leur comptage des voix et tout, genre, ouais. tu sais, les mecs ils pensent à tout moment qu'il va y avoir un cow-boy qui va arriver, qui va tirer sur les gens et bourrer les urnes, tu vois, enfin, c'est une dinguerie, hein. Mm. Donc mais c'est aussi ça, hein, tiens, il y a quelqu'un qui le dit, je faisais la précision sur le colonialisme. Effectivement, cette violence qui s'est construite ensuite au 19e siècle a fini par complètement anéantir les Amérindiens, parce que c'était un croisement du colonialisme et de cet esprit au 19e siècle de conquête, en plus avec un côté protestant. Ouais, c'est assez fascinant. Moi, je dis pas, enfin, je pense que c'est un pays qui va. Moi, si tu veux mon avis, je pense que c'est un pays qu'on n'a pas qui va pas se tenir dans le temps, en fait. Il- c'est une espèce d'impérialisme sur rien, voilà, mais qui va rentrer dans des contradictions qui vont l'amener à, comme tous les empires, à se déstructurer. Je pense qu'en fait, là, les États-Unis deviennent un empire qui tient de moins en moins. Et qui va de moins en moins tenir entre des gens qui sont en Californie et d'autres qui sont au Texas. Donc, Il y a Zoé qui dit ok, Emmanuel Todd. bah, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais Emmanuel Todd, quand il dit après les États-Unis, il parle pas forcément de leur dislocation, mais il parle de juste leur retrait Là, c'est international. de la puissance de la scène internationale. Moi, Ok. je crois il y a plus de chances, par exemple, qu'il y ait une forme de dislocation de l'Empire américain et l'Empire intérieur et de l'émergence justement de nouvelles nations euh, comme la Californie, par exemple, sur le monde. Voilà, ça peut être ce genre ou des blocs de nations. Bon, c'est des choses de très long terme, mais je pense qu'il est en train de se créer. On se rend pas compte. C'est pour ça que je parlais que c'était fascinant parce que c'est vraiment un pays très récent. Je pense que les situations matérielles, les contradictions culturelles qui sont en train de se créer sont en train de faire émerger des consciences nationales. Mais c'est très long, ça. Je sais pas, nous, à notre échelle, on considère que l'Autriche et la Hongrie, c'est deux nations. Mais la conscience nationale de ces deux pays, elle a mis du temps à se construire. D'abord sous l'empire du Saint-Empire romain germanique, etc. Il a fallu des centaines et des centaines d'années. Donc, vous voyez là, les États-Unis, par rapport à leur situation impériale, vous prenez le Saint-Empire romain germanique qui démarre au Moyen Âge, bah voilà, on est encore en 1500 ou 1600 par rapport à cette situation. Donc, il faudra du temps avant d'arriver à peut-être consolider les nations. Mais je pense que c'est un pays qui a trop de dissymétrie structurelle, matérielle et maintenant culturelle pour pouvoir tenir dans le temps. Ouais, ouais. Bon, on va peut-être terminer sur une petite prévision. Toi, t'en penses quoi du coup de ce que va devenir les USA là sous Trump pour les 4 prochaines années? Tu penses qu'il va y avoir vraiment une dérive sous stéroïdes, fascisante de fou, ou que ça va faire un peu, je sais pas, il va faire un peu comme sur son, comment ça s'appelle, sur son premier mandat, où il a une politique de droite évidemment, mais où il est pas, c'est pas tombé dans le fascisme non plus, tu vois. Euh, Moi, je pense qu'il va essayer je pense qu'il sera moins conflictuel que ce qu'il a pu être sur son premier mandat. Euh, Parce qu'il y a plein de gens qui disent, il a dit, il n'y aura plus besoin de revoter et tout, Non, en mais mode, voilà, il en va fait, installer un truc de zinzin, tu vois. je crois que. Mais c'est pour ça que moi, il a été extrêmement rassembleur, beaucoup plus que quand il a fait son premier discours en 2016. Et d'ailleurs, je crois que ça peut être une douille, en fait. Je pense qu'il va essayer vraiment d'être moins conflictuel et d'apparaître comme le sauveur de la nation, beaucoup plus que ce qu'il faisait avant d'être un peu Comme le Macron. dynamiteur, tu vois. Donc ça peut être dangereux, hein, ça peut être, tu sais, ça peut être justement ce genre de gars avec un vrai assentiment populaire s'il arrive à faire des choses. Euh, euh, ça peut être extrêmement dangereux. Et je pense que c'est justement ce genre de situation qui pourrait, parce qu'il a beaucoup d'assentiment populaire, le pousser à dire, bah voyez,
les gens veulent que je reste alors que la Constitution m'en empêche, tu vois. Là, on rentrerait, ce qu'on disait tout à l'heure, un conflit entre une masse sociale avec ses aspirations qui rentre en conflit avec le juridique. Après, bon, Là, tu pourrais avoir une sécession de certains États. Hein. exactement. C'est pour ça que je te dis que ça fait partie des Ça fait problématiques. partie du plan. Donc là, le hot take de position, c'est dans 4 ans. La Californie n'est plus dans les USA. Trump est président à vie empereur. Enregistrer ça, parce que de toute façon, c'est tellement délirant que si ça marche pas, tout le monde s'en fout, mais si ça marche, je mange là-dessus pendant 10 ans. Mais parce que comme Sapir avec Todd, l'URSS. je rappelle, non, comme Todd, je rappelle que Todd a fait une vraie prédiction bonne. C'est en 78 ou je sais pas, à la fin des années 70, début 80, et depuis il bouffe là-dessus alors qu'il a jamais rien prédit depuis. Mais donc j'espère que ça va me servir. Mais Désolé qui dit OK Emmanuel Todd. Hein. À chaque fois que tu parles, il dit OK Emmanuel Todd. C'est exprès pour m'énerver, je le sais. Mais en plus, quand je sais que je suis premier degré et que je démarre pour rien, tu sais. Mais bon, bref. Mais qu'est-ce qu'on disait? Oui. Donc voilà, ça pourrait. Après, je pense que les États-Unis sont, voilà, ce qu'on disait, c'est du temps long, sont encore très attachés à leur constitution, etc. Et après, sur la partie impérialiste, bah, c'est pas un isolationniste, Trump. Hein, ça, faut vraiment se le mettre en tête. Vraiment quelqu'un qui pense vraiment que les États-Unis doivent maintenir leur place dans le monde. Mais ils n'ont pas le même rapport que ce maintien de cette place par rapport aux démocrates. Les démocrates se voient surtout comme le gendarme du monde, c'est-à-dire comme le flic, celui qui permet de conserver le monde tel qu'il est, et voilà. Lui, il voit vraiment comme l'avant-garde du monde. C'est aussi la vision d'un Elon Musk, c'est-à-dire de dire c'est elle qui tire la dynamique mondiale. On revient un peu à cet imaginaire qu'on a au 19e, etc. Donc, il va essayer effectivement d'aller sur quelque chose de beaucoup plus conflictuel, mais en même temps d'essayer de relancer l'économie aux États-Unis. C'est aussi ce qu'attendent les gens qui ont voté pour lui, hein, c'est-à-dire de voir leur niveau de vie augmenter, de voir, de retrouver une espèce de forme de progrès social par le travail, etc. Bon, ça va être extrêmement compliqué. On l'a vu que ça a été un échec, la réindustrialisation sur les 4 ans, parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont dans un état industriel absolument catastrophique. C'est-à-dire que c'est une nation qui ne sait plus produire. Les rares outils industriels aux États-Unis qui restent, ils se cachent derrière soit des fers de lance de la conception, donc tout ce qui est dans la Silicon Valley, mais la fabrication est souvent externalisée, et les rares, voilà, l'agroalimentaire, vous connaissez tous les gros, je sais pas, Pepsi, Kellogg's, voilà, etc., Coca, etc., sont des entreprises qui sont extrêmement arriérées sur le plan du développement productif, et c'est un vrai souci des États-Unis et du capitalisme aujourd'hui en crise, c'est qu'ils n'ont pas les capacités à faire de la hausse de productivité. Donc, il y a une espèce de baisse tendancielle du taux de profit. Voilà, je refais mon marxiste rabougri. Et pour ça, il faudrait mettre en jeu des milliards et des milliards d'investissements publics. Ce qui va être contradictoire avec la vision libérale qu'a Bah oui. Voilà. Oui, ça, donc, voilà. Donc, c'est là où il va, à mon sens, se faire coincer. C'est-à-dire qu'il va créer une même forme de déception sur le plan matériel concret pour les gens qui l'ont élu, parce qu'il n'a pas les leviers et ni les structures mentales pour pouvoir même Biden n'a pas été assez loin en fait dans le néo-keynésianisme, tu vois, pour pouvoir satisfaire les gens qui l'ont élu. Et donc la question c'est comment il va faire pour les satisfaire. Je pense que le côté j'emmerde les médias, je suis votre tribun de Twitter, etc. Je pense que ça marchera plus. Donc c'est ce genre de trublions qui sont, faut se méfier, hein, parce que c'est justement... ça peut être bon pour la gauche dans 4 ans, hein, parce que s'il fait un peu, comme tu dis, tu vois, s'il n'arrive pas à se débatouiller de la crise, que la ligne Harris se fait corneriser un petit peu plus par une aile gauche du Parti démocrate, et qu'il y a un renouveau d'une aile gauche du Parti démocrate qui arrive contre un parti républicain qui est aux abois, ça peut être intéressant dans 4 ans. Pour finir, ça c'est intéressant parce que
Moi, je pense que l'élection de Trump en 2016 a T'as 2 favorisé. minutes pour finir. Hein. Après, je Ouais, vais je demander. finis. A permis l'élection de Macron. Et j'ai toujours dit que Macron était une forme de populiste bourgeois, euh, un confusionniste, comme Greg Tabibian. C'est pour ça que, comme ils sont en concurrence, ils s'aiment pas. Mais c'est vraiment un populisme bourgeois, c'est-à-dire comment sortir, comment créer euh, face à la droite et la gauche qui étaient en crise en 2017, comment sortir de cette logique droite-gauche inefficiente, qui devenait inefficiente, tout en n'étant pas dans le pénisme ou le trumpisme. Et donc de concevoir ce populisme bourgeois très technocratique, etc., qui s'affranchit des vieux partis, du vieux clivage, on va être pour le pragmatisme, tu vois, genre, ouais, on va élire un directeur général de Renault ou un DRH à la présidence. Et ça, je pense que le trumpisme a favorisé Macron là-dessus. Et justement parce qu'en plus le trumpisme était assimilé à Marine Le Pen et donc à populisme raciste, on a eu un populisme bourgeois. Je pense que c'est ça la config qui s'est créée. Là, je pense que le trumpisme, c'est vraiment la vision du monde de Marine Le Pen, avec cette même logique d'aller chercher les classes en sandwich, là, c'est-à-dire les racistes, enfin les classes moyennes matériellement en crise blanche. Euh, En face de ça, je pense que l'hypothèse du populisme bourgeois ne peut plus fonctionner. Et ces ersatz non plus. Donc là, il y a un vrai chemin pour la gauche européenne. Et la France est à l'avant-garde là-dessus avec on va dire, la plus grosse gauche radicale. Alors les gens vont dire eh, mais Mélenchon, c'est pas radical. Oui, oui, on est d'accord. Si on fait un repas entre nous ou un live, Mélenchon, c'est tout sauf le communisme. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il est largement on va dire, d'une forme de social-démocratie, mais on va dire performante, quoi, comme au 19e ou au début juste après 45. Euh, mais euh, mais c'est aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il faut interroger, c'est facile d'être ultra radical quand tu es tout petit, et c'est souvent tendanciellement quand tu es énorme et massif que tu deviens conservateur. Donc là, ce qu'il faut interroger pour savoir qui est le fer de lance, c'est sur un axe, un double axe, bah, la masse et la radicalité. Et aujourd'hui, la FI arrive à allier une forme de radicalité tout en étant assez massif. Donc c'est pour ça que c'est une force sociale. C'est pas simplement une force idéologique, c'est une force sociale. Et que tout progressiste doit considérer. En se posant à sa gauche, à sa droite. Bon, bref. Et donc cette force sociale-là, elle n'est pas simplement française, elle est européenne. Et là, elle a un vrai coup à jouer, justement. Avec ce bis repetita, c'était tragique en 2016, c'est une farce en 2024. Elle peut justement dire, bah, voyez, euh, vous avez fait l'essai pour ne pas avoir le Trumpisme et ces ersatz européens du pacte, du contrat racial, du populisme bourgeois d'en haut et de cette espèce de gauche de droite, mais bah, Glucksmann, etc., pour être mis là-dedans. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, la voie, c'est un progressisme, une remise en question des structures capitalistes beaucoup plus radicales et des structures racistes, etc., beaucoup plus radicales. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis désolé, je vais y aller, donc on va peut-être Ouais, s'arrêter là. On et pourra en j'ai reparler. En réussi vrai, à on peut faire même jusqu'à inviter des gens. 19h. Ouais, Ouais, on va carrément. essayer de faire ça. Bon, eh ben merci à toi, merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à Position Revue sur Twitter, à aller sur le site Position Revue, à vous abonner à ma chaîne principale, Paduring, P-A-S-D-U-H-R-I-N-G, et à cette chaîne secondaire. Et sur ce, je vous invite aussi à donner sur le Tipeee. Et je vous dis à plus. Et on va se faire un